Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier chaleureusement les partenaires privilégiés de cet événement qui nous soutiennent activement et qui contribuent du coup à la visibilité du Printemps de la robotique. Alors, un grand merci donc à la société Agilox, à la NAP, aux ARTLH, au cluster Coboteam, Minalogic, Omron, Proxinov, Robotics Valley et Lyrid. Merci à eux pour leur précieux soutien. Et on va donc pouvoir commencer cette conférence qui portera sur la thématique suivante, robots mobiles et logistique hospitalière, donc le retour d'expérience du Medipôle Lyon-Villeurbanne. Comment ça va se dérouler? Rapidement, on va passer sur le cas d'application du Medipôle en détail, puis on appuiera du coup sur le déroulement de l'installation d'une solution AMR dans un établissement de santé et on terminera du coup par une session de questions-réponses. Madame Galin, du coup, je vous laisse la main pour débuter ce tour de table. Bien, bonjour à tous. Très heureuse de pouvoir vous présenter notre expérience. Donc, le Medipôle Lyon-Villeurbanne, c'est deux entités. Le Medipôle hôpital privé du groupe Ramsay et donc moi-même, je suis directrice adjointe de cette entité et directrice opérationnelle du GCS, puisque comme c'est un établissement de 800 lits, nous avons donc dans un GCS regroupé la stérilisation, la pharmacie et le dépôt de sang, dont je m'occupe également. Voilà. L'établissement ouvert en 2019 et donc moi je suis à ce poste depuis l'ouverture. Bonjour à tous, Christophe Gagneux, donc je suis ravi de participer également à ce webinaire. Moi, je suis donc, comme disait Catherine, il y a deux établissements, donc je représente le MHM aujourd'hui, je suis le directeur adjoint du MHM, et puis j'occupe également les fonctions de directeur opérationnel du GIE, GIE qui comporte toutes les fonctions support, l'accueil, les coursiers, les magasiniers, on en reparlera tout à l'heure avec notre robot. Et puis les services techniques, le biomédical et le centre funéraire. Voilà, donc c'est un établissement qui représente 66 000 mètres carrés au total, donc de nombreux couloirs et on va vous présenter notre robot qui se balade de service en service et qui achemine beaucoup de choses. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Loïc Cholvy. Je suis ingénieur d'application chez Meanwhile depuis maintenant 3 ans. J'ai fait une école d'ingénieur à l'INSA Strasbourg pendant 5 ans, juste avant ça, avec une spécialité en robotique. Je m'occupe moi plutôt de la partie intégration des robots mobiles et mise en service chez les clients et tout ce qui orbite autour. Ça va être l'aide à la phase d'avant-projet, le test des robots, la mise en service et le support après-vente. Alors donc on va démarrer ce webinaire en vous présentant en fait un peu des éléments de contexte. Donc comme on vous l'a dit, le Medipôle Lyon-Villeurbanne, c'est au départ un établissement donc de santé privé qui a ouvert en 2019, qui regroupe deux entités. Alors les deux entités, donc on vous a dit le MHP, groupe Ramsay Santé, qui représente la partie privée à but lucratif, et le MHM, Medipôle Hôpital Mutualiste, qui représente l'hospitalisation privée à but non lucratif. Il faut savoir que c'est aujourd'hui la plus grande clinique en France et c'est le seul établissement privé de France qui a ce modèle avec l'association sur un même site, sur un même bâtiment, de deux groupes privés, un lucratif et un non lucratif. Donc c'est assez atypique au départ. Et comme vous a dit Monsieur Gagneux, nous avons un bâtiment qui a de nombreux mètres carrés. On est à plus de 66 000 mètres carrés avec des grands espaces. Et c'était également un établissement neuf qui nous a permis d'intégrer cette robotique. Donc aujourd'hui, pour nous, pourquoi on en est venu à ce projet? Bien, la taille de l'établissement, mais surtout en travaillant avec les coursiers qui font des tâches logistiques et notamment qui sont là pour faire des livraisons dans tous les services. Donc les livraisons, ça peut être du matériel, des médicaments, de la stérilisation. Ils sont donc, les coursiers ont des courses qui sont bien identifiées. C'est
c'est un transport quotidien parce que la majorité des services sont approvisionnés quotidiennement et l'établissement qui a ouvert en 2019, aujourd'hui on est quasiment à plus de 30% d'activité supplémentaire par rapport à l'ouverture et on a noté une augmentation significative des tâches logistiques avec en plus des contraintes de recrutement et du recrutement avec trouver aussi des personnes qui soient adaptées à ce type de tâches. Ensuite, donc du coup, les distances sont longues, il faut beaucoup de temps et il y a beaucoup d'interruptions de tâches puisque les coursiers, même s'ils sont affectés à un travail qui est tout à fait organisé, avec des courses qui sont bien identifiées, à des horaires précis, des trajets qui sont toujours les mêmes, eh bien, on est dans un établissement de soins et dans un établissement de soins, le travail se déroule pas toujours comme c'est prévu et du coup, on a beaucoup de choses qui se rajoutent en urgence et sur des distances qui sont toujours très longues. Et puis ensuite, on s'est dit, aujourd'hui, il y a l'aspect coursier, mais il y a aussi l'aspect du client qui attend du matériel. Et pour les équipes, il était important de se dire que comme on était attentif aux coursiers, il fallait aussi qu'on soulage le travail des équipes et qu'on les soutienne pour ne pas eux-mêmes être obligés de se rendre pour aller chercher un médicament, un matériel à la stérilisation. Et donc, il nous a eu l'idée de se dire pourquoi ne pas avoir recours à un robot livreur autonome et qu'on a appelé notre coursier 2.0. Alors, intégrer un robot livreur dans un établissement de santé, c'est quelque chose de très nouveau parce qu'aujourd'hui, il y a encore très peu d'établissements qui ont recours à ce type d'aide. Mais aujourd'hui, on se dit que la gestion des flux, c'est un vrai challenge. Et du coup, pour nous, c'était une préoccupation en plus à intégrer dans toute notre réflexion sur la qualité de vie au travail, qui est aujourd'hui un sujet qui socialement est assez prégnant. Donc, comme je vous le disais précédemment, on s'est dit aujourd'hui, il y a un travail qui est prescrit, qui est organisé, mais il y a des tas de tâches qui sont non à valeur ajoutée qui répondent essentiellement à l'urgence et qui font que soit on interrompt le travail des coursiers, on prend du retard, on ne répond pas aux attentes des services, ou on demande aux soignants, quand le coursier n'est pas disponible, de quitter son poste de travail pour aller récupérer un médicament ou un matériel manquant. Et donc, les soignants aujourd'hui, notre souhait, c'est qu'ils restent plutôt mobilisés au plus près du patient parce que c'est là qu'ils ont une vraie valeur ajoutée. Donc, on répondait à la fois à deux demandes de arrêter d'interrompre les tâches des coursiers et de ne pas éloigner les soignants des patients. Donc, on s'est dit, aujourd'hui, il est temps de devenir un établissement de santé 4.0, de repenser nos processus logistiques à la fois au service des patients et de nos collaborateurs en réfléchissant comment travailler avec un robot. Donc là, vous avez une photographie de ce qu'est le robot. Vous pourrez le découvrir dans une petite vidéo. Alors, hormis faire passer le message à nos collaborateurs, on a trouvé aussi très intéressant de voir le robot naviguer dans nos couloirs. Ça crée un impact visuel qui est assez innovant et c'est vrai que les patients, le public, les visiteurs, enfin toute personne qui sont dans les couloirs peuvent croiser le robot puisque la spécificité, c'est qu'il n'a pas un trajet dédié sur de la logistique, mais il emprunte tout couloir, tout ascenseur où il peut croiser toute personne qui déambule dans l'établissement. Donc c'est vrai que quand on regarde la tête des gens qui croisent le robot, ça reste assez stupéfiant parce qu'ils sont assez épatés. Le gain de temps, donc on en a parlé puisque du coup, ça a complètement et on a une vraie satisfaction de nos coursiers qui donc ont moins d'interruptions de tâches et moins d'irritants. Même si socialement, on a bien réfléchi, il y a eu une vraie communication à adapter parce que c'était pas présenté comme nous prenons un robot pour supprimer des postes de travail. Vraiment, aujourd'hui,
le robot a été mis dans un dispositif d'accompagnement de la qualité de vie au travail. Ensuite, eh bien, on sait qu'aujourd'hui, l'impact sécurité et traçabilité est un de nos enjeux majeurs de nos établissements. Beaucoup d'établissements sont de plus exposés à des vols, à des problèmes de sécurité. Donc, ça nous permet de transporter et des produits sensibles, et ça vous sera présenté plus tard, mais surtout en toute sécurité. Et donc la QVCité, j'en ai déjà parlé, et aujourd'hui on a d'excellents retours, notamment sur les impacts en termes de charges physiques et de gestion du temps de travail. Donc là, vous voyez le robot dans son parking. Donc, c'est un robot mobile totalement autonome. Tout à l'heure, la société Minoile vous donnera des détails techniques. Nous avons donc travaillé sur le début de l'année 2024 et en mois d'octobre, Majo 24, comme nous l'avons appelé, était complètement implanté dans notre établissement. Le choix que nous avons fait, c'est de commencer sur une utilisation très, on va dire, restreinte, mais surtout qui a été bien organisée et qui a été communiquée avec tous les interlocuteurs parce que c'est une vraie révolution. Et du coup, petit à petit, on dira peut-être, et on en reparlera lors de la discussion, on n'a pas voulu faire, on robotise euh, beaucoup de choses. On s'est dit, on va choisir des petits circuits, on va choisir des petites missions et c'est à l'utilisation qu'on est en train de faire grandir l'utilisation de notre robot. Alors bien sûr, il a fallu fixer des règles de circulation avec des zones qui étaient interdites. On peut régler la vitesse du robot, lui demander de circuler dans les couloirs à droite. Il signale par un klaxon et il est complètement autonome. Vous le verrez dans la petite vidéo. Et alors, il a une intelligence qui lui est spécifique puisque quand on lui donne une mission, c'est lui-même qui détermine le chemin le plus adéquat pour s'y rendre. Et bien évidemment, il est capable de passer des portes automatiques et de prendre l'ascenseur tout seul. Donc la petite vidéo. Donc là, voilà, donc vous voyez qu'il y a un cadran. On a sélectionné des services. Là, donc, c'est une soignante dans un service qui a besoin d'un matériel, donc qui va pouvoir appeler le robot. Grâce à un badge, elle peut l'ouvrir parce qu'elle est autorisée. Là, on voit un matériel de stérilisation qui est mis dans le robot. Le robot est refermé. On indique le service où il doit se rendre et il part tout seul dans les couloirs pour rallier son point de livraison. Donc, alors là, c'est dommage, on n'entend pas le son de la vidéo, mais on l'entend klaxonner. Là, vous voyez, il va croiser quelqu'un, donc il se déplace voire même il s'arrête si c'est nécessaire. Donc, il s'adapte complètement au trafic et aux obstacles. Et on sait que dans nos établissements de soins, il y a beaucoup d'obstacles dans les couloirs. Il a appelé l'ascenseur tout seul. Il rentre dans l'ascenseur et l'ascenseur sait exactement à quel étage ils doivent se rendre. Il va sortir et là, il va se rendre dans le service où il doit aller. Voilà, vous avez vu qu'il y a des zones où il doit se positionner. Là, du coup, dépôt du colis au point de livraison. Donc, à nouveau, c'est une seule personne autorisée qui peut ouvrir le robot, prendre du matériel, voire même en remettre, et l'envoyer à une autre destination. Et là, par exemple, la destination qui lui a été donnée, c'est de retourner à sa zone parking. Et sa zone parking est un endroit où il se charge. Sur les données techniques, je pense que vous aurez du détail tout à l'heure. Voilà. Donc, c'était une vidéo puisque nous avons reçu le prix de l'innovation de la Fédération de l'hospitalisation privée au mois de décembre. Voilà. Alors, bon, pour compléter ce que dit Catherine, alors voilà, nous, les premières choses qu'on a voulu déterminer, c'était des circuits, entre guillemets, bien maîtrisés, assez faciles. Nous avons choisi deux circuits principaux. Le premier, c'est le départ de la stérilisation
pour une livraison en secteur bloc endoscopie et une autre livraison en secteur bloc obstétrical, toujours en partant de la stérilisation. Et puis le second circuit est celui de la pharmacie vers nos services de soins, mais en particulier sur les chimiothérapies qui sont préparées dans l'URCC et qui délivrent les services où il y a de l'hospitalisation complète. Nos services d'hospitalisation de jour ont un réseau par pneumatique bien déterminé déjà pour les produits de chimiothérapie, donc il n'y va pas. Ou alors, sauf pour les produits très sensibles, il a la possibilité également de se rendre dans ces deux unités d'hospitalisation de jour. Donc là, c'est des circuits qui sont très sécurisés puisque vous avez vu qu'on ne peut l'ouvrir que par le badge. Donc là sont autorisés les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, les agents de stérilisation et les infirmiers des services. Le point de départ, comme vous avez vu, on a mis une zone réservée pour la stérilisation juste devant la porte, ce qui permet au personnel de l'AST de rester à l'intérieur et de ne pas faire de faute d'asepsie en allant charger le robot. Et pour la pharmacie, c'est juste à la sortie, à proximité de l'URCC. Le robot part ensuite, soit la pharmacie ou la stérilisation donne le point d'arrivée, indique que ça doit aller à un endroit dans une unité. Si ça arrive dans un service de soins, on a réservé un emplacement de la même façon à proximité de la salle de soins. Ce qui permet que pour notre circuit du médicament, on restera sécurisé puisque le robot arrivera dans le service. Il y aura un appel sur les téléphones DECT de nos professionnels. Donc tout ça, c'est paramétré parce il sait dans quel service il va et donc il appellera que les personnels de cette unité-là. Et là, l'infirmier ou les infirmiers reçoivent l'appel en disant Majo 24 est arrivé à destination et avec leur badge peuvent ouvrir ce qu'il y a dans le robot, le prendre, tracer s'il y a besoin parce qu'avec les URCC, il faut tracer les produits de chimiothérapie qu'on réceptionne. Et ensuite vérifier les médicaments et les préparations dans la salle de soins en zone sécurisée. En ayant refermé les portes du robot, quand il n'y a plus rien, lui va partir tout seul directement au retour de la pharmacie. Donc il n'y a pas, les professionnels dans les services n'ont pas de programmation à faire. C'est simplement ouvrir, réceptionner, fermer les portes et lui, il continue ses missions. Ce robot, on l'utilise aujourd'hui du lundi au vendredi aux heures ouvrables. Un des projets, on en parlera un petit peu après, ça sera également de l'utiliser la nuit et les week-ends, mais on veut démarrer prudemment au début pour ne pas qu'il y ait de soucis et que quand il y a quand même moins de monde, notamment au service logistique les week-ends, on ne veut pas que ça se passe mal. Donc c'est très sécurisé, hein, les ouvertures par badge sont vraiment rigoureuses. Il peut y avoir des difficultés si jamais sur son trajet, il se retrouve bloqué par un chariot qui a été posé à un endroit, qu'il y a quelque chose, qui est une chaise qui est positionnée sur sa zone d'arrivée dans les salles de soins. Vous voyez, c'est ces choses où on se dit, bah, on ne l'avait pas prévu, et lui, il sait qu'il doit aller là. Dans ce cas-là, le robot nous envoie des messages. Donc, on a défini des personnels qui sont présents du lundi au vendredi. On reçoit des messages en nous indiquant bah, le robot est bloqué devant l'ascenseur ou le robot est bloqué en dehors de sa zone de son circuit et ainsi de suite. Vous voyez, on sait. Et nous avons un logiciel sur lequel nous pouvons le localiser. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, 66 000 mètres carrés, c'est très grand. Et donc, on a paramétré tout ça avec la société Meanwhile. Donc, ça a été quand même 3 semaines, un mois de préparation et ça s'est très bien passé. Hein, vraiment un bon accompagnement de la société Meanwhile, mais je laisserai Loïc présenter tout cela. Et voilà, donc on a déterminé ce qu'on voulait. Il fallait qu'il roule à droite, il fallait qu'il klaxonne aux intersections. Quand il y a des portes automatiques, eh ben, il a fallu paramétrer l'arrivée du robot et que quand il se présente, eh ben, les portes s'ouvrent. Et puis pour les ascenseurs, ben là il y a une carte, mais je laisserai Loïc aussi expliquer. Il y a une carte pour la société Otis, puisque ce sont nos appareils, qui communiquent avec l'ascenseur. Il prend la main et il indique qu'il doit aller au 5e étage. Et il a vraiment pris la main sur le robot, sur l'ascenseur, et il est totalement autonome. Voilà, et
ce qui est vraiment très important, c'est au niveau ressources humaines. Ça nous permet que nos soignants restent dans les unités de soins, auprès des patients, concentrés sur leurs tâches. Ça évite les interruptions intempestives qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment une sécurité très importante. Et puis, un point très important dont Catherine a déjà parlé tout à l'heure, et c'est vrai que je vais vraiment insister dessus, parce que je suis le directeur du GIE. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en amont, lors des CSE, lors de réunions avec les personnels coursiers en leur disant, attention, il n'y a aucunement de poste, prévision de suppression de poste ou de réaménagement. Voilà, non, c'est plus une aide dans vos missions. Quand vous avez parfois trop de travail à certains horaires, eh bien, le robot va permettre de réaliser des tâches que vous réalisez au quotidien. Il va assouplir votre charge de travail et du coup, l'organisation s'est bien passée comme ça. J'ai pas eu de, on n'a pas eu d'éclat de nos personnels, mais je crois que le temps de communication, Très important. les heures qu'on y a passées sont vraiment importantes pour que ça se passe bien. On va peut-être passer la prochaine. Voilà. Euh, Alors voilà, bon, il faut que nous, on soit quand même attentifs et qu'on ajuste tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, vous voyez, pour l'instant, on n'a pas encore démarré de nouveaux circuits. On y réfléchit, on analyse, on regarde le nombre de fois où on est sollicité, c'est-à-dire quand il y a des problèmes, pourquoi, et si jamais on étend à d'autres services, est-ce qu'on va rencontrer les mêmes problèmes et tout. Donc, on va prendre là encore du temps avec là les équipes de direction du MHP, avec les équipes du GCS, notamment la pharmacie, la stérilisation, et puis tous les services de soins des deux établissements pour être sûr que les besoins qu'on a, et notamment on pense maintenant au week-end, hein, on a une pharmacie qui est ouverte le samedi. On a des commandes, on va dire, Pas de coursier. un petit peu d'urgence qui arrivent le week-end, hein, et voilà. Et donc, il faut qu'on ait, et il n'y a pas de coursier le week-end. Donc, il faut qu'on ait cette aide du robot, mais pas n'importe comment, parce que, il faut qu'on garde la sécurité de nos transports. Donc, un départ de la pharmacie, une arrivée dans le service. Mais s'il y a un problème sur le trajet, qui va le gérer? Donc, voilà, c'est tout ça, pour lequel on doit réfléchir. On a des pistes déjà, mais voilà, on ne veut pas aller vite, pour que ça se passe bien, parce que derrière, une fois qu'on essuie des erreurs, c'est plus compliqué à rattraper. Et puis après, quand on aura travaillé sur les week-ends, je pense qu'on réfléchira à la nuit. Parce que la nuit, on sait que dans tous les établissements de santé, il y a beaucoup moins de monde et il y a encore plus d'intérêt à ce que les professionnels restent dans leur service de soins, soient concentrés sur les patients qu'ils ont en charge la nuit. Et donc, ça permettra de réaliser des tâches qu'aujourd'hui, elles ne font pas ou alors il faut qu'elles se déplacent. Donc, ce sera une aide pour préparer tout ça Et de la sécurité. et beaucoup de sécurité. Exactement. Et puis, on réfléchit aussi parce qu'on a un gros dépôt de sang et aujourd'hui, on se dit qu'on pourrait faire demain la délivrance du sang. Nous, on ne s'est pas mobilisé sur les examens biologiques puisqu'entre le labo et nos services, on a un pneumatique. Mm. Mais on se dit aussi, par exemple, pourquoi pas solution dégradée, demain, il y a une grosse panne. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a plein d'idées pour avancer et puis se dire que ben, du coup, ça pourrait être à la fois du dégradé, mais aussi des tâches qu'on n'a pas encore aujourd'hui développées et du coup, peut-être avoir d'autres robots aussi. Pourquoi pas? Alors, merci Madame Gavin, merci Monsieur Gagneux déjà pour ce témoignage. Moi, je vais prendre la main sur du coup la deuxième partie dans laquelle je vais plutôt expliquer le déroulement de l'installation d'une solution AMR. Quelles sont les étapes qu'on va suivre du côté de Meanwhile et quelles sont les choses que nous allons mettre en place et les communications, etc. Pour commencer, voici un aperçu d'un planning qu'on pourrait avoir pour l'installation d'un modèle Exupimed dans un établissement de santé. Donc, on va commencer tout d'abord avec une phase d'avant-projet, de conception, de fabrication, etc., qui va porter de 12 à 20 semaines en fonction du modèle du robot, des options qui seront potentiellement demandées par le client.
Donc toute cette phase, ça va être l'étude du besoin et on va essayer de répondre au mieux aux besoins du client avec un robot qui sera totalement compatible avec l'environnement et les attentes des différents utilisateurs et services. À la fin du coup de cette première phase, on va avoir un premier jalon qui sera la pré-réception. C'est un jalon dans lequel on va faire une réunion, donc soit en présentiel, soit à distance avec le client pour pré-réceptionner le robot ainsi que les différents équipements et s'assurer on répond bien aux bons besoins et qu'on a les bonnes options sur notre modèle de robot qui vont satisfaire derrière l'application et le centre hospitalier. En deuxième phase, on va avoir le test des équipements connectés. Donc, ce que j'appelle des équipements connectés, ce seront toutes les périrobotiques qu'on va pouvoir potentiellement rajouter dans votre centre hospitalier. Ça peut être des modules qui vont piloter des portes automatiques ou, comme a évoqué Monsieur Gagneux précédemment, des cartes connectées qui vont permettre de piloter les ascenseurs. Donc, typiquement avec Otis, on a une carte électronique qu'on va venir implémenter et qui va nous permettre de gérer l'ascenseur comme un utilisateur le ferait avec les boutons, on va pouvoir appeler l'ascenseur, le réserver, etc. Donc, on effectue tous ces tests à distance pour s'assurer que lors de notre venue, durant la mise en service, tous ces équipements soient fonctionnels et qu'on puisse simplifier et optimiser nos actions sur place. Ce qui en amène du coup à la troisième phase qui va être la mise en service. On compte en moyenne 2 semaines de mise en service sur une application dans les centres hospitaliers. Euh, Jusqu'à là, on prend 2 semaines puisqu'on a quand même de grands espaces à desservir, notamment au Medipôle. On peut avoir des mises en service qui peuvent être plus courtes si on n'a pas d'ascenseur, par exemple, ou si on reste sur un seul étage dans des établissements qui seront plus petits. Euh, donc, durant cette mise en service, je vais définir un peu plus tard toutes les actions qui seront réalisées durant la mise en service, comment est-ce qu'on va sectionner ces 2 semaines. À la fin de cette troisième phase, on a le deuxième jalon qui sera la réception provisoire. Donc, en fait, on va faire de nouveau un point à la fin de cette mise en service avec le client pour voir si le robot qu'on a pu installer satisfait tous les besoins qu'on a pu définir durant la phase d'avant-projet euh, et voir si tout fonctionne bien. Et ensuite, en quatrième et dernière phase, on a une phase qu'on appelle d'utilisation active avec des ajustements. Donc cette phase de 4 semaines environ va nous permettre d'utiliser le robot ici dans un fonctionnement nominal. Donc à la suite de la mise en service, on va vraiment mettre en place tout ce fonctionnement nominal du côté du centre hospitalier et on va commencer à faire tourner le robot dans les locaux avec un fonctionnement normal et une organisation du centre hospitalier qui fera qu'on utilisera le robot dans toute son intégralité. À la fin de cette quatrième phase, on a le dernier jalon qui sera la réception définitive, qui se fera également du coup avec le client pour voir si à la fin de toutes ces phases, on a bien le bon produit et les bonnes fonctionnalités. Pour ce qui est des interactions des équipes lors de ce projet, on a 4 ensembles plutôt distincts. Donc, si je commence du côté de Meanwhile, on a chef de projet qui va discuter globalement avec les établissements de santé, donc avec le chef de projet. Et également, de notre côté de Meanwhile, on a l'ingénieur d'application qui va du coup être un peu multitâche et gérer différentes parties, différentes thématiques du projet. On a également ajouté dans l'établissement hospitalier le service informatique. Effectivement, comme l'AMR, c'est un robot qui a besoin d'être connecté à différents systèmes. On a souvent besoin du service informatique en fait pour ouvrir des flux, connecter correctement les robots à leur réseau, connecter tous les équipements qu'on pourrait rajouter, les périrobotiques, etc.
Donc, avec toute cette communication et toutes ces interactions, on arrivera à mettre en service un robot dans de bonnes conditions. Pour les prérequis, donc nous, on va dire, une certaine liste de prérequis qui nous permettent d'assurer une bonne mise en service et que tout se déroule au mieux. Donc, pour commencer, on a quelques prérequis techniques. C'est la phase dans laquelle j'avais parlé, qui va être associée au test des équipements connectés. Donc, typiquement, si on a un ascenseur, comme on peut voir sur la photo ici, on va pouvoir tester l'ascenseur à distance et voir si tout fonctionne bien, si la carte, par exemple, à Medipol, c'est une carte Otis. On va voir si on peut bien communiquer avec cette carte et si on peut bien piloter l'ascenseur. Quand je parle de pilotage, du coup, ça peut être de la réservation d'ascenseur, de l'ouverture, fermeture des portes, l'envoi à certains étages. Et toutes ces tâches qu'on peut tester à distance, ça sera exactement les mêmes tâches qui seront effectuées en fait par le robot sur place. Et le fait de pouvoir les tester à distance, ça va nous permettre de cocher une case et quand on arrivera sur place, on pourra directement intégrer la solution. On a la même chose par exemple pour le test des portes pilotées. Donc en fait, on peut envoyer des modules de carte d'entrée-sortie directement au centre hospitalier. Il suffira de les brancher au réseau et de les alimenter, puis de brancher tout cela aux portes automatiques pour pouvoir les piloter à distance. Et également, comme l'ascenseur, donc en fait, ce sera le robot qui pilotera à distance ces portes. Et si on peut tout tester en amont de la mise en service, ça simplifiera grandement toute l'installation du robot. On a également de l'ouverture des flux réseau, donc tout ça, c'est de la communication avec le service informatique du côté du centre hospitalier, et c'est pour voir si tous les flux réseau sont ouverts pour que tout l'ensemble de l'application communique. Et enfin, pour gagner en efficacité, nous on demande toujours à avoir un espace de travail dans lequel on peut déjà charger nos ordinateurs, pouvoir s'asseoir un peu, un espace depuis lequel on peut monitorer l'application. Et également, on cherche à avoir une communication en interne de notre venue, par exemple pour préparer les badges et avoir tous les bons contacts de notre côté si on a besoin de, d'ouvrir certains flux, par exemple. Donc, en ce qui concerne maintenant la mise en service, on a fait une vue un peu éclatée, on va dire, de comment se déroulent les 2 semaines de mise en service. Euh, Donc c'est une vue assez théorique. Ça peut changer dans la pratique en fonction de quand ça se passe sur site, mais en pratique on reste souvent sur ce modèle-là. Donc on va commencer en arrivant à faire la connexion des différents périphériques. Comme je vous en ai parlé avant, on va nous tester on va dire le maximum de périphériques à distance pour voir si on peut bien les piloter, on peut bien communiquer ensemble. Par contre, on va toujours amener forcément le robot, par exemple, et qu'on configurera au début de la mise en service pour bien le connecter. Une fois que tout est bien connecté, qu'on a notre serveur également qui permet de chapeauter l'application, tout communique bien ensemble, on va pouvoir commencer à effectuer le mapping de l'hôpital. Donc, quand je parle de mapping de l'hôpital, en fait, c'est un scan de l'environnement, un scan 2D de tout l'hôpital qui nous permet, en fait, qui permettra plutôt au robot de se localiser dans son environnement et de naviguer de manière complètement autonome. Ça veut dire que on va scanner, par exemple au Medipol, l'ensemble des étages et des ascenseurs. Euh, et ensuite, on va créer une carte avec tous ces scans et le robot va lui pouvoir ensuite calculer ses trajectoires d'un point A à un point B par rapport au scan de l'hôpital qu'on a pu lui faire. Ensuite, par rapport à cette trajectoire qu'il aura calculée, il ajustera sa trajectoire en plutôt locale, en fait, pour éviter les obstacles dynamiques comme des personnes ou des chariots qui seraient dans le chemin, par exemple. En troisième phase, on aura l'interfaçage avec l'ascenseur. Donc, si l'établissement hospitalier
un ascenseur qu'on va utiliser. On va s'interfacer avec lui et comme auparavant, on a pu tester qu'on le pilotait bien avec la carte, par exemple avec la carte Otis, bah ici, on va essayer de faire en physique la séquence de prise d'ascenseur avec le robot. Donc toutes les manœuvres de réservation d'ascenseur, d'ouverture des portes et d'envoi à tel étage, on va maintenant le faire avec le robot qui va pouvoir piloter cette carte électronique à distance via le réseau. Ensuite, pour finir cette première semaine, on va commencer le réglage et le débugage. Donc en fait, on va commencer à faire tourner le robot et on va ajuster certains passages, et on va ajouter des zones de vitesse, des zones de signalisation sonore si on arrive à des intersections par exemple, des ordres de priorité, de navigation à droite pour donner un sens de circulation au robot ou ce genre de choses. En arrivant du coup à la fin de cette première semaine, on va effectuer un premier bilan qui sera un bilan intermédiaire avec le client pour voir si déjà tout se déroule bien, si les fonctionnalités qu'on a pu installer jusque-là conviennent bien au client ou si on a des choses à ajuster sur la deuxième semaine. Donc pour le début de cette deuxième semaine, on va continuer le réglage et le débugage pour pouvoir optimiser au plus la solution. Et sur cette fin de semaine, on va passer ensuite aux formations. Donc on a deux types de formations. On a les formations opérateurs et les formations avancées qui seront plutôt pour les référents. Nous, surtout dans les établissements hospitaliers, on va essayer de garder beaucoup de temps sur la formation des gens, car on a beaucoup de personnes qui vont venir manipuler le robot pour prendre des produits ou charger des produits dans le robot. Et donc, on essaie de former au plus possible les opérateurs pour simplifier l'utilisation du robot et son intégration aussi dans les nouvelles méthodes de fonctionnement. Euh, voilà, donc on va commencer par la formation opérateur, qui sera un certain nombre de formations assez courtes, et ensuite on fera une formation avancée plutôt pour les référents, pour former, on va dire, plutôt sur le SAV ou les supports qu'on pourrait avoir, et ce sera des formations plutôt avancées techniquement. Et ensuite, à la fin de cette deuxième semaine, donc on aura un dernier bilan avec le client pour remettre tout à plat, prendre du recul sur tout ce qu'on a installé et voir si tout convient aux besoins et au cahier des charges. Et sinon, on pourra ajouter dans la suite certaines évolutions. Donc, je parlais de la formation des équipes. Voici un bref descriptif des deux types de formations qu'on peut faire. Donc, comme j'ai dit, la formation référente est un peu plus longue, elle dure 1 à 2 heures, et on essaie de faire des formations avec des groupes assez restreints pour pouvoir répondre à toutes les questions. Alors, c'est une formation plutôt approfondie, techniquement parlant. On va parler également de la supervision du robot, de la maintenance préventive, du dépannage et de l'entretien du robot au cours de son utilisation. Euh, On garde également en tête que nous, on va venir adapter les formations en fonction du besoin du client. On a certains clients qui souhaitent être complètement autonomes et experts sur la solution, donc on va venir adapter la formation, techniquement parlant, pour pouvoir pousser l'utilisateur, enfin plutôt les référents, à être complètement autonomes. Si dans l'autre sens, les référents ne cherchent pas à être complètement autonomes, on va venir adapter selon le niveau souhaité la formation. Et ensuite, pour les formations opérateurs, donc là, ce sera de courtes séances de 10 à 15 minutes avec un groupe maximal de 10 personnes environ. Et donc là, ce sera des formations assez rapides sur l'utilisation du robot, quelques notions de sécurité et l'explication du fonctionnement général du robot. Donc, comment est-ce qu'il va se déplacer et comment est-ce qu'on ouvre les portes? Est-ce qu'on l'envoie à un certain service et on referme les portes, par exemple? Maintenant, un petit point sur quelles sont les vigilances à avoir sur place. Donc,
On essaie de prôner, nous, la disponibilité des différentes équipes. Donc, ça sera les équipes informatiques, par exemple, du côté du centre hospitalier. Par expérience, on sait il y a toujours quelques flux qui seront toujours à ouvrir et qui ont oublié d'être ouverts durant la phase de pré-mise en service en amont. Et donc, on cherche à avoir des équipes assez réactives de ce côté pour pouvoir intégrer le plus simplement et le plus rapidement possible tous les équipements et le robot. On cherche aussi à avoir une équipe projet disponible au cas où on a des questions sur les flux et sur les souhaits du fonctionnement du robot dans leur environnement. Et également avoir une liste de contacts si toutefois on a appelé des gens pour accélérer les choses. En termes de fonctionnement interne, on aime avoir une sorte de cahier des charges clair et communiqué, un personnel impliqué et forcément des flux identifiés. Donc quand je parle de flux identifiés, c'est quand je dis plein et vide par exemple, c'est quel flux du point A au point B va être fait avec le robot. Donc, quand c'est des pleins, donc on va venir amener des produits potentiellement dans un contenant, et donc le flux vide, ça sera le retour du contenant. Et le fait d'identifier tous ces flux en amont nous permet, nous, de définir comment est-ce qu'on va s'organiser pour gérer tout ça. Et ensuite, en termes d'organisation, c'est idéal d'avoir un planning de formation de vos équipes avec des créneaux qui sont fixés pour simplifier la communication en interne et surtout l'acceptation du robot dans votre environnement. Super, merci à tous pour cette présentation et on va pouvoir du coup passer à la partie questions-réponses. Donc c'est le moment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le canal dédié, donc soit Q&R pour questions-réponses, soit directement dans le chat. Et on va pouvoir prendre un petit peu de temps pour y répondre. Alors, si je prends les premières questions. euh, Alors, première question, donc pour petite curiosité, pourquoi avoir appelé le robot Majo 24? C'est un clin d'œil à nos professionnels puisque nous avons deux coursiers qui s'appellent Majid et José. Et puis 24, c'est l'année. Donc voilà, on a fait appel à propositions sur l'ensemble de l'hôpital. Hein. Donc de nombreux professionnels ont répondu. Et voilà, c'est le petit clin d'œil à nos coursiers, comme quoi Maggio 24 était un de leurs collègues et on retrouve un peu de leur identité dedans. Donc c'est voilà. Super. Question suivante. Est-ce qu'il est possible du coup d'avoir la présentation en fichier? Alors, on ne transmet pas la présentation en tant que telle, mais le replay vous sera transmis demain dans la matinée, sans faute. Bonjour, comment gérez-vous les accès lorsque le robot doit prendre l'ascenseur? Alors, je vais prendre cette question. En fait, le robot, lui, va suivre une certaine séquence de prise d'ascenseur. Et dans certains établissements, on va venir du coup discuter avec une carte électronique qui est intégrée dans l'ascenseur et qui va venir demander la réservation de l'ascenseur. Donc, ça veut dire que certains établissements ont besoin, par exemple, de badge. Là, on va outrepasser cette notion de badge puisqu'on va pouvoir réserver l'ascenseur et ensuite ouvrir les portes et le piloter en fait comme si le robot avait les bons droits d'accès. Très bien. Quelle est l'autonomie du robot? Dispose-t-il de plusieurs stations de charge réparties sur le site ou d'une seule station centrale? Alors là, pour l'instant, donc le robot, on est à peu près sur une dizaine d'heures d'autonomie. Cependant, on va quand même utiliser une méthode de biberonnage qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire que dès que le robot n'a plus de mission, il va aller sur sa station de charge. Et même s'il va venir se charger que pour 2-3 minutes, ça lui permet de garder un niveau de batterie qui est assez haut. Par exemple, au Medipol, on a une seule station de charge. Donc, on garde à peu près ce mode de fonctionnement, avoir une seule station de charge par robot dans nos applications, avec cette méthode de biberonnage.
Et on fait toujours une étude de flux avant le projet pour savoir si un seul robot va suffire pour l'application. Donc, si les flux sont très tendus, on va pouvoir savoir s'il nous faut plutôt un robot, deux ou trois, etc. pour garder un niveau de batterie assez haut en fonction de la quantité de travail à faire et des déplacements à faire. Très bien. N'hésitez pas à réagir également dans le chat au fur et à mesure des réponses. Donc, on va prendre la question suivante. Est-ce que vous avez des projets hors territoire français, des représentants commerciaux, par exemple, au Maroc, où l'offre sanitaire est en pleine croissance? Tu veux y répondre? Alors, on a des projets hors territoire français, notamment en Suisse et en Belgique en particulier. On n'a pas de représentants commerciaux au Maroc en revanche. Euh, mais éventuellement, si vous avez des propositions à nous faire, vous pouvez toujours nous contacter et on vous mettra du coup en relation avec notre directeur technique. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On va prendre du coup la question suivante. Bonjour, merci pour cette présentation. Avez-vous fait une étude sur le ROI d'un tel investissement? Est-ce possible d'obtenir des aides dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail? Je ne sais pas si Madame Galin, Monsieur Gagneux, vous souhaitez répondre à cette question. On peut répondre. Alors oui, nous, on a essayé de... Alors aujourd'hui, on n'a encore pas énormément d'indicateurs. On s'était dit que ça pouvait être en effet peut-être éligible à des aides. Non. Mais lors des présentations, on sait qu'actuellement, on a par exemple la région en Rhône-Alpes qui regarde de près le dispositif. Il faut savoir que sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est le seul robot aujourd'hui qui a été mis en place. Par contre, tout ce qui rentre pour les troubles musculo-squelettiques, toutes les aides qu'on pourrait avoir avec la CARSAT et tout, malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas éligible. Donc, donc voilà. Après, les indicateurs, bon, on voit que de toute façon, sur l'utilisation, malgré tout, on a quand même diminué vraiment. Il n'y a plus d'interruption de tâches des coursiers et donc ils se concentrent vraiment sur leur planning dédié. Ils n'interrompent pas une course pour en faire une autre. Et ce qui est très apprécié par les soignants, mais compliqué encore à bien identifier, c'est aussi de ne plus quitter leur poste de travail. Et surtout, on avait des conflits qui se passaient entre les coursiers et les soignants parce que le coursier disait je suis mal reçu par le soignant parce que j'ai mis 10 minutes de plus que ce qui était prévu. Le soignant qui disait ben voilà le coursier il m'a pas amené le bon produit au bon endroit. Bon voilà, on a vraiment géré tous ces irritants. Après les indicateurs, on a commencé au mois d'octobre. On se donne un petit peu de temps pour pouvoir les analyser et surtout pour pouvoir, comme on a dit, voir quelles autres tâches on va confier aux robots. Et notamment, comme Christophe vous a dit, on pensait vraiment avec une pharmacie ouverte le samedi matin et qui fait que du dépannage. Mais du coup, à chaque fois qu'un service a besoin d'un médicament en dépannage, là, pour le coup, c'est le soignant qui quitte son poste de travail et qui va à la pharmacie chercher le médicament. Et là, il y a une vraie opportunité de pouvoir travailler nos samedis matins. Très bien. On va pouvoir continuer. Combien de missions ou courses sont effectuées par jour? Quel est le taux d'utilisation du robot sur son heure d'ouverture? En moyenne, on est à plus de 30 courses par jour. Et ce qui a changé, ce sont les horaires, et notamment pour la stérilisation. Avant, les, les, les moments de livraison de stérilisation étaient à partir de 9h30 le matin et se terminaient aux alentours de, on va dire, 15h. Et donc là, on s'aperçoit quand même que des secteurs stérilisation qui travaillent encore tard le soir et qui sont présents tôt le matin
et des blocs opératoires qui ouvrent aussi tôt le matin et qui terminent parfois très tard le soir. Du coup, on s'est dit, là, ça va. Et c'est pour ça qu'on a choisi la stérilisation au début. Et donc aujourd'hui, les premières livraisons qui se font, c'est de la stérilisation pour le bloc endoscopie. Donc les patients qui arrivent tôt le matin, je crois que c'est à partir de 7 heures, Oui, Catherine, hein, voilà, 7 heures. ben voilà, ont déjà, enfin les professionnels qui vont les prendre en charge ont déjà reçu les livraisons de la stérilisation. Donc ça, c'est quand même une sécurisation très importante. Et puis l'après-midi, bah, c'est pareil. Nous, on a un secteur de bloc obstétrical selon l'activité. Alors, il y a les césariennes programmées, mais il y a aussi toutes celles non programmées. Et selon cette activité-là, eh bien, on a une réactivité possible. Et encore vendredi dernier, à 18 heures, je voyais qu'il y avait une livraison entre l'asté et le bloc obstétrical. Donc, vous voyez, là, on a étendu notre plage horaire sur la journée. Et actuellement, on est à plus de 30, enfin en moyenne, on va dire 30 livraisons par jour, mais on a vraiment de la marge, hein, parce que quand je vois, si je regarde sur rien qu'une journée de travail, il est quand même souvent sur sa charge sur sa recharge. Donc on sait qu'on a vraiment du potentiel. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on va analyser après pour choisir après nos futurs circuits. C'est à quel moment il est le plus utilisé. Et là, je pense à l'asté, voilà, et à quel moment il est le moins utilisé. C'est là où on va dire, ben, nous, quels sont nos besoins à ce moment-là. Après, sur l'autre partie, donc la pharmacie qui nous livre des produits de chimiothérapie, eh bien, voilà, on a du mal à savoir à quel moment la chimio va être prête parce que les préparations se font en URCC, c'est une zone quand même très, très contrôlée. Et donc, du coup, souvent le coursier était appelé, ben voilà, il faut que tu montes la chimio dans une unité. Et ben, s'il était disponible, c'était bien, mais s'il était déjà sur une autre course, on perdait du coup du temps. Et ben là, l'avantage de robot, c'est que on l'appelle, la station, on a. Alors oui, une autre piste aussi, on a basé la station de recharge à proximité des appelants, c'est-à-dire de la stérilisation et de la pharmacie. Ce qui permet, c'est que quand il l'appelle, ben voilà, il est là dans les, on va dire, 10 secondes qui suivent. Donc ça, c'est vraiment bien pour nos professionnels de la sté et de la pharmacie qui n'attendent pas un robot, sauf bien sûr s'il est en autre mission ailleurs. Mais à savoir aussi que à la ST, à la pharmacie, ils ont un boîtier, Loïc, je te laisserai dire le nom technique du boîtier, où les professionnels visualisent à quel endroit est le robot et quelle est sa disponibilité. Et voilà. Tout à fait, c'est une IHM d'appel. Donc c'est un écran tactile sur lequel on va pouvoir ajouter des boutons qui permettent d'appeler le robot. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Les autres fonctionnalités, ça va être d'observer en temps réel l'état du robot, de savoir où est-ce qu'il est. Et donc ça permet de savoir si on peut avoir le robot accessible en une dizaine de secondes, ou bien s'il est en tournée et qu'on l'aura plutôt dans 5-10 minutes. Super, on va pouvoir passer à la question suivante. Bonjour, le robot est-il connecté au Wi-Fi de l'hôpital? Y a-t-il un risque lié à la collecte de données? Alors, le robot Medipol est connecté à un réseau un peu particulier. Donc, l'hôpital dispose de différents réseaux. Et ensuite, c'est au centre hospitalier de dédier un certain réseau juste pour le robot et ses équipements. Ensuite, nous, on va dire qu'on s'adapte en fonction des demandes de sécurité informatique du, du centre hospitalier. Et au Medipol, il me semble que c'est comme ça. Oui. Tout à fait. C'est là où il est important, Loïc en parlait tout à l'heure, d'avoir un lien très étroit avec le directeur des services informatiques pour voilà, sécuriser. On a mis effectivement un réseau dédié pour ne pas qu'il y ait d'interface. Et puis on entend tous parler de cyberattaques, ainsi de suite aujourd'hui, hein. Donc ça effraie un peu tous nos établissements et il faut être très 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 vigilant. Donc voilà l'importance dès le début de passer du temps avec les équipes informatiques et les équipes de Meanwhile sur la sécurisation de tous ces process. Tout à fait. On va pouvoir enchaîner. Merci beaucoup pour cette présentation. Pour la maintenance et le SAV, avez-vous la possibilité de prendre la main ou d'interagir à distance avec le robot? Et si oui, comment cela se passe? Tout à fait. On effectue même, je dirais, 90 voire 95% de notre SAV à distance.
En fait, comme le robot est connecté à son propre réseau, on va dire sa bulle informatique, nous, on demande d'avoir un accès à distance, si possible, pour se connecter au robot. Et donc, en fait, les outils de monitoring qu'on pourrait avoir en se connectant directement sur le réseau, on peut aussi les avoir, nous, depuis notre bureau. Et donc, ça nous permet déjà de faire du support, du SAV, ou d'ajouter différentes fonctionnalités. Donc, c'est toutes les phases dont j'ai parlé dans lesquelles on va venir ajuster les flux du robot, sa circulation, changer ses points de collecte, par exemple. Tout cela, on peut le faire à distance via un VPN et en se connectant directement au robot. Ensuite, on a quand même une certaine maintenance à faire, alors qui n'est pas une très grande maintenance, hein, c'est plutôt, on doit changer les roues, des petites roulettes tous les ans à peu près. Et encore, ça dépend de votre environnement. Ou alors, on peut avoir, par exemple, des cheveux qui vont se bloquer dans les roues. Donc, ça va être ce type de maintenance. On n'est pas sur des choses à maintenir, à effectuer une opération de maintenance tous les mois, quoi. Mm. Depuis qu'il est en service, on n'a eu aucune panne. Mm. Donc, c'est quand même, voilà, c'est assez performant comme matériel. C'est Ni assez de choc, ni d'accident, alors qu'il y a beaucoup de Ouais, croisements. ouais. Mais c'est vrai, il y a sa signalétique, il klaxonne, il a des lumières au sol, on le voit de loin. Par contre, il n'est pas du tout bruyant. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de brancards qu'il peut rencontrer, des chariots et tout, on n'a eu aucun incident, ni de personnes renversées, ni de... Voilà, c'est ça là-dessus, on a un recul, donc on va dire maintenant de 9 mois, et aucun incident à déplorer pour l'instant. Parfait. On va se dépêcher puisqu'il reste encore quelques questions. Ce serait bien qu'on réponde à tout le monde. Peut-il fonctionner de manière autonome la nuit ou nécessite-t-il une supervision? Sûr, il pourrait tout à fait. Nous, on ne l'utilise pas encore parce qu'il faut qu'on ait des professionnels qui puissent le gérer si jamais il y a il est bloqué sur sa route, hein, tout simplement, comme je vous disais. On, on a des messages qui arrivent sur nos téléphones et donc Pourrait il faut l'organiser. quelqu'un. Voilà. Mais oui, oui, il peut H24, 7 sur 7, sans problème. On a d'ailleurs commencé à réfléchir si on devait élargir notre parc, parce que, bon, vous avez vu le robot, peut-être ce qu'on vous a pas dit, c'est que ce qui est très bien que la société Meanwhile, c'est qu'on a fait un robot qui nous est complètement adapté. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes, nous a donné la coque et à l'intérieur, nous avons nous-mêmes fait, en fait, l'installation, enfin, l'organisation que l'on voulait, les étagères, comment on peut les modifier. Et aujourd'hui, il existe un robot qui est identique, mais qui est plus ouvert. Et par exemple, on s'est rendu compte que la nuit, aujourd'hui, on donne des tas de petites caisses dans les services qui ne redescendent pas à la pharmacie et qui nécessitent le matin de faire un tour. Et on pouvait tout à fait imaginer, avec un robot dimensionné un petit peu différemment, de la nuit procéder, par exemple, au recueil de toutes les caisses qui seraient à nouveau disponibles, par exemple, à la pharmacie le matin pour recommencer des dotations. Donc voilà, on pense à des choses, Mm. mais ce qui veut dire, c'est que le robot tel que vous le voyez, c'est notre choix, c'est notre configuration, mais qui peut être tout à fait configuré en ouvert, en fermé et à l'intérieur avec une disposition qu'on peut paramétrer comme on veut. On a vraiment une vraie liberté de conception. Et juste pour rebondir sur le sujet de est-ce qu'il faut monitorer le robot la nuit, effectivement, en fait, si on a des obstacles qui sont sur les emplacements définis pour le robot, bah, effectivement, il va pas pouvoir aller pousser ces obstacles, puisqu'il va rester complètement sécuritaire. Et c'est là où ça peut demander une intervention. Donc après, nous, on essaie de préconiser de mettre des emplacements dessinés au sol pour éviter qu'on mette des obstacles là où le robot doit stationner. Ensuite, pour sa navigation dans son environnement, s'il a la place, il va passer. Et s'il n'a pas la place, effectivement, il va rester devant. Donc ça peut être ce genre d'intervention. Très bien. Quelle est la vitesse et la durée moyenne pour une livraison? La vitesse, on l'a paramétrée. Oui, Je ne sais ouais. plus à combien, Loïc, il faut Que- nous aider. On est Je à crois que peu c'était près, on va dire une marche, on est à peu près à 3,5 km/h, quelque chose comme ça. ouais, ouais. 3,4 km/h. Ensuite, c'est paramétré en fonction déjà de l'environnement.
et on essaye d'avoir une vitesse assez réduite sur les premières phases de la mise en service. Et puis, au fur et à mesure que les gens sont C'est-à-dire moins d'une minute, adaptés hein. et ont accepté, on va dire, le robot, là, on va pouvoir commencer à aller de plus en plus vite et monter vers les 4 km/h. Et après, la durée varie en fonction de la distance, Ouais. mais c'est assez rapide, hein. Si on prend en pharmacie, chimiothérapie, c'est l'étage au-dessus, en 5 minutes, le service est livré. Super. L'implantation. Comment a été choisie l'implantation du lieu du parking du robot? Oui, ben, je le disais tout à l'heure, c'était à proximité des services de départ et notamment la stérilisation et la pharmacie. De façon à ce que quand ils l'appellent, ils soient rapidement sur place. Voilà. Et une autre petite info qu'on a fait, on a choisi aussi une zone qui est vidéosurveillée. On ne sait jamais. Très bien. Vous livrez les services depuis la stérilisation, donc en flux propre. Envisagez-vous le transport de flux sales, circuit du service, vers la stérilisation? Et pour l'instant, non, Ouais. parce qu'en plus, on a quand même des monts de charge qui sont dédiés, mais on s'était posé la question, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas mélangé les deux flux. Donc, on est uniquement sur un flux propre qui est souvent l'urgence en plus. Très bien. Afin de maximiser le ROI, est-il nécessaire d'utiliser l'AMR 24 heures sur 24 par une prise en charge de différents flux, le CH de Cholet par exemple? Oui, oui, on pourrait mettre différents. Par exemple, là, on se pose vraiment des questions sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, le dépôt de sang, qui lui livre 24 heures sur 24, mais ça nous demanderait d'organiser la nuit pour la réponse justement à ce qu'on disait avant, aux défaillances s'il y en avait. Alors nous, ça serait organisable puisqu'on a, vu la taille de l'établissement, des secteurs techniques qui sont présents sur site, donc c'est une organisation. Mais de toute façon, oui, si on veut monter et si on veut vraiment optimiser, être dans l'efficience, il va falloir augmenter son temps d'exécution et puis les différentes tâches à réaliser. Super, on a terminé du coup avec les questions. On a quelques minutes de retard, donc on va pouvoir conclure. N'hésitez pas, du coup, bien sûr, à revenir vers nous si vous avez des interrogations qui vous viennent du coup, après la conférence, en sachant que le replay vous sera transmis demain dans la matinée. Je vous rappelle également que d'autres conférences sont à venir, toujours autour de la robotique mobile et notamment sur la question du transport de charges lourdes dans les établissements de santé. Donc, pour ne rien manquer, pensez bien à vous inscrire et on sera ravis de vous accueillir une nouvelle fois. Avant de vous laisser, je vous rappelle qu'un petit questionnaire de satisfaction va s'afficher à la fin de cette conférence. Ça nous aiderait beaucoup si vous pouviez prendre une minute pour le remplir et ça nous ferait très plaisir. Et promis, c'est rapide. Un grand merci à nos intervenants, Madame Gallin, Monsieur Gagneux, pour ce retour d'expérience riche et concret. C'était très intéressant. Merci à vous tous pour votre participation et merci beaucoup Loïc aussi pour ton expertise lors de cette conférence. On vous Merci à tous souhaite, pour votre attention. Merci. on vous souhaite une excellente fin de journée et peut-être à bientôt dans une prochaine conférence.